hein, puisque, en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a reparamétré, vous vous rappelez les règles, on les a reparamétrées non pas pour un homme infertile, mais pour une femme. J'allais pas dire infertile parce que c'est beaucoup plus compliqué, c'est ce que je vous expliquais suivant encore une fois un SOPK, ne va pas demander les mêmes besoins alimentaires, qu'une femme, qui est infertile parce que, il y a un problème, qui doit s'opérer, voilà. Donc on a reprogrammé, notre algorithme pour encore une fois amener, parce qu'on sait que notre algorithme, on a démontré en clinique, qu'il était fonctionnel, il propose des menus, les gens suivent les menus, et cetera. Donc on a repris à peu près les mêmes menus. On a peut-être rajouté des nouveaux menus un peu plus féminins, mais pas beaucoup plus, hein, encore une fois. Et on a évidemment utilisé les mêmes algorithmes qu'on a entièrement reprogrammés. Ça a été un gros travail. Alors ce que je vais vous montrer, c'est pour peut-être vous convaincre de quelque chose dont vous êtes déjà convaincu, je l'espère. Donc ça ira, ça sera plus facile pour moi. C'est en quoi l'alimentation, l'alimentation est aussi très importante pour la femme. Alors encore une fois, c'est un petit peu des généralités. On est bien d'accord que quand on rend compte dans un cas clinique particulier, on peut mettre des astérix, des bémols à tout ce que je vais vous raconter, mais c'est pour vous donner quand même une image un petit peu générale avec, alors tout ce que je vous dis, il y a une bibliographie très complète, à la fin. Évidemment, on vous la laissera. Premier constat, c'est que, quand on regarde, enfin quand on regarde la littérature et ce qui a été publié, c'est le premier constat, c'est que, quand on regarde les femmes infertiles, on s'aperçoit qu'elles se nourrissent plus mal que les femmes fertiles. Elles ont toutes, alors c'est des déséquilibres alimentaires, ça peut aller, effectivement à de l'anorexie, mais plutôt effectivement des désordres, évidemment toujours plus ou moins associés à de l'obésité, et obésité, d'autres troubles, cardio-métaboliques. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est connu, hein, le papier est 2016, ça, enfin, c'était connu déjà avant. Ce que l'on sait aussi, c'est que l'environnement, va agir vraiment sur l'environnement extérieur, pardon, dont l'alimentation évidemment, mais la pollution, ça agit sur l'environnement des ovaires. Et du coup, il y a une mauvaise qualité, un mauvais fonctionnement et une mauvaise maturation des ovocytes. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je dirais, qui maintenant est établi par, une grande littérature là-dessus. Les mauvaises habitudes, hein, on les connaît, c'est évidemment trop manger, manger des choses trop grasses, et cetera, et cetera. Évidemment, le tabac, hein, je pense que, alors c'est peut-être moins important pour les femmes que pour les hommes. Les femmes peut-être, je ne sais pas si c'est vous qui voyez des patientes au quotidien, mais sont plus au courant que le fait de fumer. Alors c'est plutôt quand elles sont déjà enceintes et on va voir effectivement que c'est très important de commencer à avoir de bonnes habitudes longtemps avant de vouloir tomber enceinte. Donc là, je vous ai, mis cette publication qui parle d'alcool, de caféine évidemment et l'augmentation de l'IMC. Tout ça n'est pas très bon pour la fertilité. Le cas de l'alcool, hein, je l'ai mis un peu de manière provocante, il y a des études là qui est très récente, hein, 2000, enfin pas si récente, 2015, qui montrent que finalement une consommation modérée, et pareil on peut définir la notion de modéré, c'est toujours pareil, n'est pas si mauvaise que ça en préconception, encore une fois. Je ne parle pas de pendant la grossesse, c'est une autre histoire. Heu le poids, hein, je pense que, ça vous le voyez tous les jours dans vos cabinets, le poids, ça c'est vraiment un des éléments. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas pour stigmatiser, les personnes en surpoids, mais vous connaissez tous les mécanismes, alors voyez-vous les slides on revient, donc les slides ne défilent plus, c'est ça? Je suis Est-ce toujours sur la que 36, alors c'est pour vous surtout? Est-ce que c'est mon navigateur qui a un problème ou ah, c'est Non, bon je là suis pour vous? bien. Moi, j'ai tout de mon Vous avez côté. tout, donc là je suis sur bon. l'alcool. Alors, c'est très bizarre. Ah, mais c'est parce que tu es le présentateur, il faut Pierre-Axel, tu m'as pris la main tout à l'heure et je ne sais pas comment je peux, Ah, c'est ah, pour ça c'est alors. bon, j'ai repris le contrôle. Ah bon. Voilà, j'ai le contrôle, ça va aller beaucoup mieux tout de suite. Bah, écoutez, excusez-moi, hein, pour Pas de ce souci. Donc problème. voilà, je vais vous parler de l'alcool, bon ça se discute. Le poids, évidemment le poids, ça vous le voyez tous les jours au cabinet. Les femmes infertiles, bah, sont en surpoids. Vous connaissez les mécanismes, hein, qui sont liés à l'obésité. Ça induit de l'hirsutisme, enfin, voilà, l'aromatase, enfin, voilà, tous ces mécanismes, je ne vais pas vous embêter, vous les connaissez, bien mieux que je ne peux les connaître, mais c'est vraiment le constat, le poids. Heu, Là, le 2e constat, je dirais, il concerne plus,
Alors, c'est maintenant, du coup, c'est moi qui suis perdu. Je suis désolé. Vous avez la 41, c'est ça? Pierre-Axel? On est, sur la 40. Alors, désolé là, D'accord. petit souci technique. Il y a une notion que vous connaissez probablement et qui commence à vraiment se développer dans la littérature, assez récente, c'est la notion de fenêtre préconceptionnelle. Alors c'est quoi c'est une traduction, mot à mot de l'anglais, elle est peut-être pas idéale en français, mais c'est vraiment, la traduction de l'anglais. Cette notion que, intervenir sur son alimentation, sur son hygiène de vie au sens large, hein, parce qu'il y a l'activité évidemment, tout ça va avec. Intervenir pendant la grossesse, c'est pas toujours une bonne idée et là, il y a plusieurs papiers, je vous ai donné un exemple, où en fait, si on fait perdre du poids, pendant je veux dire, pendant le moment où la femme veut tomber enceinte, on a certes de meilleurs résultats sur la PMA par exemple, mais on n'a pas plus de naissances vivantes et pourquoi? Parce qu'on a une augmentation notamment des avortements spontanés. Donc vraiment l'idée, c'est de pouvoir intervenir, je dirais plusieurs mois et vous allez voir une publication qui moi enfin j'en parle à Pierre Axel quasiment, peut-être pas tous les jours, mais presque. Hem, voilà, donc ça, c'est une étude qui vous montre qu'intervenir 3 à 6 mois avant même la grossesse, donc ça peut être problématique parce que ça veut dire qu'il faut se préparer et on n'y pense pas toujours, 6 mois avant, surtout quand c'est une grossesse qui n'est pas préparée. Mais se préparer 3 à 6 mois pour une femme, se préparer au sens, changer ses habitudes, essayer voilà, d'optimiser un petit peu son alimentation et son rapport à l'environnement, c'est important de le faire, mais plutôt 3 à 6 mois avant. Et l'étude que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. C'est une étude qui a été faite par vos confrères de Saint-Antoine. Elle est assez récente, elle a 3-4 ans. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé 1140 pères, enfants, mamans, avant, évidemment, avant que l'enfant soit là. Et ils les ont suivis jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc c'est une grosse étude, hein, c'est ces grosses études que PHRC, etc., qui ne peuvent être faites qu'à l'hôpital. Et les résultats, vous les avez là. Alors on va pas les lire individuellement, mais ce qui est absolument, enfin moi je trouve vraiment intéressant par rapport à cette notion de fenêtre conceptionnelle, c'est qu'en fait les enfants, ils ont montré que les enfants de maman qui mangeaient plus de végétaux, enfin qui mangeaient plus sainement un an avant de tomber enceinte, avaient beaucoup moins de rhinite allergique et, alors beaucoup, c'est pas 3 fois moins, mais avaient significativement moins de rhinite allergique et d'asthme. Et je crois qu'il y avait aussi des dermatites, je ne sais pas si je les ai mises. Et par contre, si la maman avait changé ses habitudes uniquement 2-3 mois avant, il y avait aucun changement. C'est-à-dire qu'en fait, donc vraiment, enfin, j'espère vous avoir convaincu. Alors ce n'est qu'un papier, tout ça demande alors évidemment, tout ça ouvre les portes de l'épigénétique et cetera, mais c'est vraiment passionnant et ça, c'est des sujets, sur lesquels on échange, l'épigénétique notamment, sur l'effet paternel et l'effet maternel, beaucoup avec, Rachel Lévy. Dernière publication, Gaskin, hein, qui est vraiment une nutritionniste, un médecin nutritionniste aux US qui publie beaucoup et des choses très, très intéressantes. Elle a fait une étude que moi aussi je trouve très, très intéressante. Elle a regardé en fait, 3 régimes différents, et elle a regardé les résultats, sur les paramètres, de fertilité de la femme. Les 3 régimes, c'était les suivants. C'était alors le premier, c'est un régime pro-fertilité, on reviendra dessus. C'était un régime dit méditerranéen et le troisième, c'était un régime, healthy comme le disent les anglo-saxons, donc un régime sain mais sans particularité. Eh bien, ce qui est vraiment absolument passionnant, enfin, me semble-t-il, c'est que c'est le régime c'est-à-dire qu'il y a quasiment pas d'amélioration sur un régime, sain, pas beaucoup d'amélioration des paramètres, hein, donc vous voyez les paramètres, c'était les grossesses cliniques, les implantations, les naissances vivantes. Mais par contre, sur ce régime pro-fertilité que je vais vous définir très, très vite, on avait des augmentations, vous voyez les implantations plus 50, enfin quasiment plus 50 au niveau des naissances vivantes. Donc la conclusion de tout ça, je dirais, c'est que certes un régime, c'est un faire un régime, c'est une bonne chose, mais par contre, c'est pas n'importe quel régime. Le fait de manger sainement, visiblement, d'après cette publication, mais il y en a d'autres, hein, qui l'ont confirmé après et qui étaient venues avant, celle-ci, je trouve, est la plus jolie parce qu'elle compare les 3 régimes vraiment, sur des cohortes, en même temps. Donc vraiment, là, j'essaie de vous faire une petite conclusion rapide sur, nutrition, c'est quoi?
Un régime évidemment bon, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est une bonne alimentation avec un régime pro-fertilité. Alors, comment Gatskin le définit, ce régime pro-fertilité? Alors, évidemment, c'est un régime plutôt des aliments variés. Bon, ça, 5 fruits et légumes, je crois que ça fait longtemps qu'on nous le dit. Euh, des fibres, très important pour en revenir sur l'importance des fibres et les bêtises que l'on dit sur l'absorption des oligo-éléments, par exemple. Et aussi, donc plutôt, plutôt des fruits de la mer, enfin des poissons en réalité, plutôt que de la viande. Et très important, c'est Gatskin recommande une supplémentation. Et là, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième partie. Pourquoi une supplémentation? C'est que visiblement, au moment de tomber enceinte, la femme a des besoins très importants dans un nombre assez restreint de nutriments, hein. Donc là, cet auteur parlait de la vitamine B9, hein. Encore une fois, tout ça, vous le saviez. La B12, on pourra revenir dessus. La E, la D, mais aussi du zinc, du sélénium et des antioxydants. Alors, le besoin est très important, mais le souci, c'est que si vous avez une alimentation même saine, même en pesant tout ce que vous regardez, etc., eh bien, l'alimentation, surtout l'alimentation occidentale, n'apporte pas des quantités suffisantes, notamment pour les dernières catégories que j'ai citées. D'où l'intérêt et la recommandation de Gatskin, c'est qu'en plus d'une alimentation et de régime pro-fertilité, il faut apporter une supplémentation parce qu'on est dans des impasses. Moi, je qualifie ça souvent d'impasses alimentaires. Même en mangeant bien, il y a certains aliments, vous n'arrivez pas à les apporter. D'où l'intérêt d'une supplémentation.